Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes? Moi, ce que je conseillerais, Ouais. suis tes kiffs. Et si on te dit que c'est de la merde, c'est que t'es en train de faire un truc incroyable. Bonjour, ici P The Builder. Je suis accompagné de Bala Fofana. On va parler de son côté réalisateur, écrivain, journaliste et son côté social. Il a une part de lui aussi dans le milieu social. Ça va, tu vas bien? Bah écoute, Papou, merci pour l'invitation. Et ouais, moi, ça va très bien. Cool. Et toi? Oui, je vais très bien. Je vais très bien, merci. On est en forme. Bah, je vais te laisser te présenter dans un premier temps, d'où tu viens, tes origines aussi. Voilà, je te laisse faire et on prend le fil. Ok. Donc, d'où je viens, bah, à la base, mes parents sont de la région de Caille, au Mali, à l'ouest. Et mon père est venu en France dans les années 70. Et fin années 70, il a fait venir ma mère par le regroupement familial. Et on est 6 garçons d'un premier mariage. Et moi, je suis le 4e. Et je suis né dans le Val-de-Marne, à Créteil. Et dans mon enfance, à mes 2 ans, on est retourné au Mali. On est revenu en France quand j'avais 6 ans. Donc, je parlais pas le français, mais j'avais la nationalité française. Donc, j'ai vécu à Saint-Maur-des-Fossés, à Maison-Alfort, à Créteil. Et après, j'ai fini à Orly. Et je suis depuis 96 à Orly. Enfin, ma mère est installée là-bas, etc. Donc, c'est la ville déterminante pour moi, on va dire. Orly. C'est la ville déterminante. Ouais. On n'était pas loin l'un de l'autre. Exactement. Et ton parcours scolaire, pour commencer. Mon parcours scolaire, en fait, j'arrive à 6 ans, je dois être en CP. Et je parle pas français. Et ça pose des difficultés. Mais plus que ça, ce qui va poser la principale difficulté, c'est le fait que moi, j'ai gardé mes habitudes du village, en fait. Et en fait, j'arrive dans le réfectoire, et c'est l'heure de manger. Et moi, je fais comme au village. C'est-à-dire, les gens les dames de service posent un plat d'haricots sur la table, je me lève, je vais me laver les mains, je dis bismillah et je mets ma main dans le plat d'haricots pour manger. T'as fait ça? Ouais. Et là, tout le monde s'est mis à crier. Tout le monde était paniqué. Qu'est-ce qu'il fait, le Renoir? Et là, en fait, en quelle année, là? Là, on est en 6 ans, on est en 92. 92, ouais. Et là, les gens commencent à paniquer. Et en fait, on me retire de la classe normale. C'est-à-dire, je vais plus en CP. En fait, on m'envoie chez le psychologue et chez un orthophoniste. Et on me traite comme quelqu'un qui a un problème mental. Comme quelqu'un qui a un problème mental. Pas comme... On te met pas dans une classe des langues, là, pour ceux qui... Comment on appelle ça à l'époque, là? Alors, il y a ce qu'on appelle les classes NF, non francophones, etc. Ouais, voilà. On te met pas dans une classe comme ça. Non, au début, la première année, on me met... en fait, j'alterne orthophoniste et psychologue. Ok. Et le psychologue me pose des questions. Ton père, il fait quoi? Ta mère, elle fait quoi? Il essaye de voir si... et il prend des notes. Et l'orthophoniste essaye de m'apprendre à arrêter de rouler les R, à réussir à prononcer les che, etc. Tout ça. Et donc, je sors du cadre et je suis traité comme un individu entièrement à part, en fait. Ok. Et, 6 ans. 6 ans, ouais. Et après ça, 2 ans plus tard, en fait, c'est là qu'on met dans une classe à part, qu'on appelle la classe de perfectionnement. En fait, la classe de perfectionnement, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été créé historiquement pour les déficients mentaux. Et donc, du coup, le constat de l'école, et avec sans doute les notes du psychologue qui ont aidé, etc., c'est de me mettre dans cette classe-là parce que je suis jugé comme un individu inadapté, en fait. Là, t'as encore 6-7 ans. Là, j'ai 8 ans. Ouais. T'as même 8 ans. Ouais. Et juste parce que tu ne parles pas la langue. Juste parce que je parle pas la langue et principal fait parce que j'ai mis ma main dans le plat de haricots. Il y a 2 ans. Ouais. 2 ans après, ils ont toujours pas... L'éducation scolaire n'a toujours pas avalé. Et ils considèrent que ce geste-là, il est... c'est grave. Éliminatoire. Éliminatoire. Ouais, c'est un peu abusé, là. Ouais. C'est gros, là, quand même. Vas-y, continue. Bah, à cet âge-là, t'es même pas conscient de tout ça. Non, moi, je sens juste que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Ouais. Mais le prix que tu payes, il est assez important quand même. Il est assez important. Donc, tu te renfermes. Tu te renfermes, mais enfin, c'est même pas toi qui te renfermes, c'est que ta famille voit que tu es dans une classe pour déficients mentaux. Ouais. Et c'est très violent.
Alors que tout le monde sait que tu ne l'es pas dans ta famille. Oui, mais sauf que les gens commencent à croire que tu l'es parce que tu es dedans. Ok. Tu suis. Tu suis. Donc du la coup, famille accepte. les gens, et- en fait, c'est comme tu as une mère qui n'a pas été à l'école et qu'elle connaît pas l'institution scolaire, elle n'est pas en capacité de te défendre. Et quand tu n'as pas été scolarisé, un de tes réflexes, c'est de mettre à un niveau très haut les enseignants et d'avoir un grand respect pour l'éducation nationale et les enseignants. Et donc, du coup, s'ils disent que tu dois aller dans une classe de déficients mentaux, tu dois aller. tu dois aller. Et ça fait mal de se dire que tu as mis au monde un déficient mental parce que ça crée le doute, en fait. Mais l'institution, elle est plus forte que les convictions d'une famille. Et donc, du coup, comme l'école, c'est quand même un lieu qui valide les gens, quand tu es invalidé, les gens finissent par le croire. Et donc, même toi, tu finis par croire. Ce qui a été ton cas, tu y as cru? Oui, pendant très longtemps, j'ai cru que j'étais un déficient mental. Bon, très longtemps, c'est combien de temps? Je dirais jusqu'à mon adolescence. Jusqu'à ton adolescence. Comment t'as fait alors? Comment t'as fait pour survivre et pour avancer de tes 8 ans jusqu'à tes 18 ans? En fait, c'est le truc, si tu veux, c'est que t'es dans la cour de récréation et les gens savent que t'es un perf. En fait, c'est le diminutif de perfectionnement. C'est-à-dire que même dans la cour, les autres gens, c'est dégage, sale gros, sale moche et tout. Toi, c'est dégage, sale perf. Et les gens se mélangent pas avec toi. En fait, t'es la malédiction. C'est-à-dire que même un gamin de 6 ans, il sait qu'il faut pas traîner avec les perfs. Ok. C'est-à-dire que donc tu restes entre perfs. Et si tu veux, le chemin classique pour un perf, c'est tu restes en perfectionnement jusqu'à avoir l'âge d'aller au collège. Et de là, on te met en sec pas direct, qui est la continuité. Et après, on t'enverra faire une formation bac pro ou CFA. Et comme ça, c'est-à-dire que ton chemin, il est tracé. Et moi, je suis un des rares perfs qui a réussi à bifurquer et prendre une scolarité classique, entre guillemets, on va dire. Mais parce que tu n'as rien, en fait. Hein? T'as juste mangé dans un plat parce que c'est la tradition. C'est pas la tradition, mais c'est culturel au pays. Oui, c'est... Ouais. Non, mais en fait, ça veut dire que ce point de départ-là, ça a été jugé par l'institut scolaire comme un individu inadapté. Parce que tu es quand même un corps noir dans l'espace public en France et que ton corps, il est politique et il dit des choses. C'est-à-dire qu'un enfant noir qui fait ça, il y a le stéréotype du sauvage indompté qui vient très vite dans la tête des gens. On te le dit pas clairement, mais il y a un ressenti. Il y a un ressenti et il y a la façon de traiter. C'est-à-dire que faire appel à un psychologue, ça veut dire qu'on traite ça comme une déficience, une pathologie. C'est qu'il y a un problème si on fait appel à un psychologue. Tu vois, personne s'est assis pour te montrer, non, ici, voilà, couteau, fourchette. C'est direct, oulala. Faut faire un truc clinique. Et donc, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que très vite, au sein de ta propre famille, t'es un peu mis à gauche. Tu vois, t'es appelé le perf, le débile et tout. Et Mais pourtant, excuse-moi, ouais. dans ces moments-là, ouais. tu fais rien de débile. Non, c'est pour eux, en fait, mon geste, il est débile. Oui, il y a eu un geste débile. Voilà, mais t'en payes les conséquences. T'en payes les conséquences. Mais dans ton quotidien, quand t'es chez toi, quand tu sors dehors, tu fais rien de maladroit. Non, t'es juste un gamin. Voilà. Mais du coup, il y a un truc qu'on appelle en psychologie et en sciences sociales le biais de confirmation. C'est-à-dire que du coup, si tu veux te persuader que quelqu'un est débile, tu te concentreras que sur les trucs pas malins qu'il va faire. Si tu es persuadé que quelqu'un est un génie, tu vas toujours attendre le crochet de Messi pour dire ah oui, c'est vraiment un génie parce que ça confirme ce que tu veux croire. C'est-à-dire que du coup, quand l'école te met là, dans ta propre famille s'installe un doute. Et donc, en tant que gamin, t'es pas une flèche, tu dis pas toujours des trucs intéressants et tout, mais le doute, il est installé dans l'esprit de tout le monde. Et donc, ça veut dire que les gens finissent par croire. Et comme ton sang croit, que l'institut scolaire croit, toi, t'y crois. Parce que ce sont eux qui te permettent de te juger et de voir où est-ce que tu te situes. Et toi, mentalement, t'es motivé à sortir de ça ou t'y crois et tu restes dedans? Non, moi je suis là et je me dis déjà, je prends beaucoup de tartes, tu vois, je passe d'un petit village à Paris et tout, etc. Et ce qui se passe, c'est que à l'époque, ma mère elle allait nous chercher, mes petits frères et moi, à l'école, et elle a dit, parce que dans ma classe, il y avait pour de vrai, par exemple, un trisomique qui marchait en boitillant, etc. Et tout. Et quand ma mère a vu cette image, elle s'est dit, waouh,
s'ils le mettent là, tu vois, comme disent les Américains, il est guilty by affiliation, en fait. Tu vois, t'es coupable par association parce que t'es dedans. Et là, c'est larmes, elles ont coulé. Elle a dit, bon, je vais chercher les deux autres. Toi, tu nous rejoins, je peux pas me pointer devant ta classe. Et ça, quand t'es gamin, c'est violent, tu vois. C'est-à-dire, je peux pas me planter devant Je peux pas aller te chercher parce que je ne veux pas voir cette image. Je veux pas voir ta classe, je veux pas voir le trisomique, etc. Mon cœur peut pas supporter ça. Et donc, du coup, là, tu comprends qu'il y a un bug. Et même que, au sein de ta famille. Voilà, parce que du coup, les images, elles sont fortes, en fait. C'est-à-dire que quand t'as vu... En fait, c'est comme si tu voyais quelqu'un avec des individus que t'estimes pas. Tu vas dire, s'ils sont ensemble, ils sont pareils. C'est-à-dire que le doute, là, il était installé. Définitivement et partout. Tu vois. C'est-à-dire que si ta propre mère te dit, ouais, c'est trop, j'ai honte d'aller chercher dans ta classe, tu vas te débrouiller, tout nous rejoint, c'est qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Elle parle tout le temps avec toi en bambara ou en... Ouais, elle parle tout le temps avec mon bambara et tout, tu vois. Et elle me dit non, ça fait mal, tu vois. Et donc, du coup, bah, moi, je suis dans cette classe. Les années passent rapidement, tu parles le français. Et au bout de 6 mois, je commence à me débrouiller, tu vois. Ça va très vite. À 8 ans, je parlais un français comme un gamin de 8 ans. Et donc, dans l'établissement scolaire aussi, comme je t'ai dit, t'es un peu mis à la marche parce que t'es un perf. C'est-à-dire que tout le monde est persuadé que vous êtes des débiles. Si bien que vous-même, vous êtes obligé d'y croire à la fin. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que dans ma classe, en fait, c'était pas tant que les gens étaient des débiles, c'est juste que c'est l'institution scolaire qui disait qu'ils n'étaient pas aptes à suivre un truc classique et on allait les mettre là. Donc, en fait, si tu veux, j'étais avec un mec qui venait de fuir la guerre du Kosovo avec ses parents, qui a vu des gens se faire tirer dessus. J'étais avec un enfant ancien soldat. Il y avait un trisomique, il y avait une meuf qui était... au moins maltraité par son père, si ce n'est plus. Enfin, c'était vraiment des gens qui ont des problèmes sociaux lourds, mais qui ne sont pas débiles, de fait. Et donc, c'est une classe un peu où tu mets tout. Tu mets le tout, c'est-à-dire que tu pouvais avoir une personne vraiment avec une déficience mentale, comme des gens qui ont juste des problèmes sociaux lourds, ou des gens que l'institution scolaire a dit « Ah, bah, le test de QI, t'es pas au top, on te met dedans. » Ou tu te déranges dans ta classe, on te met dans cette classe-là. Et donc voilà, le temps passe, tu fais des rencontres, etc. Et ouais, t'apprends, et en fait, tu comprends vite que comme on te traite tout le temps de débile, t'as une obsession, c'est comment on fait pour devenir intelligent. Là, t'as quel âge ? Là, j'ai 8 ans. Encore 8 ans. J'ai 8 ans. À 8 ans, tu commences à te dire comment je deviens à 8 ans, intelligent. quand je parle aux adultes, je leur dis comment on fait pour devenir intelligent. Et ils me regardent et ils rigolent. Tu vois. Et certains me donnent des trucs. J'ai un oncle qui me voit, qui me dit bah, écoute, pour être intelligent, faut lire des livres. Si tu lis des livres en français, tu parleras mieux français que même les blancs. Et il me donne l'exemple de Senghor. Il me dit les blancs peuvent pas l'étudier parce que son français il est trop haut pour eux. Il me dit c'est ça l'intelligence. Et là je me dis ok. Et je demande à d'autres personnes, ils me disent oui, il faut poser des questions, il faut se renseigner, etc. Et de mes 8 ans, je compile tous ces conseils-là, en fait. Et donc, le temps passe. Et en fait, en perf, la classe, tu as 3 niveaux. Tu as le niveau qu'on appelle faible, moyen et fort. Et donc, tu restes jusqu'à ce que tu sois en âge d'aller au collège, en gros. Et bah, tu passes les niveaux et finalement, tu finis dans le groupe des forts. Et tu finis tes exercices avant tout le monde et tu commences à t'ennuyer, donc tu deviens prof assistant, en fait. C'est-à-dire que avant d'emménager à Orly, donc avant mes 87, avant mes 10 ans, ma dernière année à Créteil, c'était moi qui, pour soulager le prof, allait corriger les devoirs des faibles et tout. Je devenais prof assistant, en fait. Et à ce moment-là, il m'a dit oui, ce serait peut-être intéressant qu'on te mette dans une classe plutôt classique parce que là, ton niveau, il augmente pas. Mais sauf que quand il m'a dit ça, l'année d'après, je déménageais. Et donc, je suis allé à Orly. Et à Orly, ils ont suivi le processus. J'étais à Paul-et-Loire. Ils m'ont dit, t'étais où avant? Je lui ai dit, bah, j'étais à Créteil et j'étais en perf. Ils ont dit, ah, bah, on est une classe de perf, on te met dedans.
Sans test. Non, sans test, sans rien. Écouter les Tu vois. conseils. Non, L'école n'a pas fait suivre de dossier ou non plus. Non, pas spécialement. Et après, mes frères m'ont dit, là pour le coup, t'es vraiment un con parce que t'aurais dû mentir pour avoir une vraie classe. T'es vraiment con, tu vois. Ouais. Et moi, je me dis, on me pose la question, je réponds, tu vois. Et ben pareil, l'année, les mois passent, je suis dans le meilleur, pareil, dans le même niveau. Et pareil, le prof, il voit que j'ai la facilité à expliquer des trucs à d'autres gamins et tout. Donc, pareil, des fois, j'aide des gens plus en galère. Et la spécificité de ce prof-là, qui s'appelle Didier Doll, c'est qu'à la fin du cours, on finit à 16h30, mais à 16h, il arrête tout, on range tout et il nous lit un livre. Et en vrai, je savais qu'il fallait lire des livres, mais il n'y avait pas de livre chez moi. C'est-à-dire que c'est un truc que j'avais gardé en tête, qu'on m'avait dit 2 ans plus tôt. Et lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il nous lisait, par exemple, Marcel Pagnol, La gloire de mon père, tout ça et tout. Il nous lisait des extraits. Et moi, je trouvais ça incroyable. Parce que moi, en fait, en le regardant, ça me faisait penser aux griots. Pour ceux qui ne connaissent pas, les griots, c'est des personnages très centrales dans la vie mandingue. Et ce sont des passeurs d'histoire. Sauf qu'eux, ils les mémorisent et ils n'ont pas de livres. Et ils éduquent les gens par les histoires. Et je me suis dit, et lui, il lisait vraiment avec le ton, etc. Et je voyais que, comme quand j'étais au village et que les griots racontaient des histoires, j'arrivais à voir la scène devant moi, en fait. Et j'étais captivé de ouf. Et c'est là que je me suis dit, ouais, en vrai, mon oncle avait raison, la lecture, c'est un vrai truc. Et après ça, il nous lisait toujours des livres. Et donc, ton imagination, elle commence à... En fait, ton cerveau, il sent qu'il y a un truc qui se passe. Et une fois, on va en classe de neige comme ça, avec toute la classe. Et il nous dit, cette fois-ci, on fait un atelier conte et vous allez écrire un conte. Je lui dis, ok, j'écris un conte. J'écris, je lui fais lire. Je vois qu'il a les larmes aux yeux. Je comprends pas trop. Je me dis, il est bizarre et tout. Et il lève sa main. Mais moi, je me protège. Genre, je sais pas s'il va mettre une tarte ou pas. Et il pose sa main sur mon épaule et il me dit, c'est incroyable ce que tu as écrit. Le thème, l'histoire, comment tu la racontes, la façon dont tu l'abordes, tout l'ensemble. Ouais, il me dit, c'est incroyable pour... Et donc, du coup, le directeur, il vient nous voir en classe de neige et il lui dit, bon, là, lève-toi et lis ton conte devant toute la classe. Et devant le directeur, là, je lis le conte. Et le directeur, le prof, il pleure encore plus que qu'avant. Et il regarde le directeur et il lui dit, Eric, il faut faire quelque chose pour celui-là. Et moi, je sais pas ce que ça veut dire. Et quand on revient de classe de neige, il me dit, bon, en fait, tes journées, elles vont se compter en demi-journée, en fait. Le matin, t'es avec nous et l'après-midi, t'es en CM1. Il commence à te réintégrer. À mettre dans une rotation. Okay. Ce qui se fait quasiment jamais. Et donc, je fais la CM1 et on finit l'année comme ça. Et l'année d'après, je rentre en CM2. Et après, je rentre au collège, Robert Desnos, au Saule. Et après, je vais au lycée. Et après, je vais à la fac. Et voilà. Tu reprends un parcours normal. Oui, c'est ça. Mais tu es toujours passionné à ce moment-là, quand tu reprends le parcours normal? Moi, à partir de là, Didier, quand l'année se finit, parce que lui, c'était un prof vacataire, il me dit, tu dois me promettre 2 choses. Que tu dois continuer à lire et que tu dois continuer à écrire. Okay. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est une promesse que j'ai tenue. Okay. Et ce qui fait que je suis journaliste et que j'écris et que de toute façon, pour mon taf, je dois lire et même pour mon plaisir personnel, je lis. Mais comment tu y arrives au journaliste? Là, il y a tes études classiques, donc tu progresses, tu vas jusqu'au bac. Ouais, je fais un bac littéraire. Ok, tu choisis un bac littéraire. Ouais, je choisis un bac littéraire. Tu te diriges dedans. Mais du coup, pour moi, l'écriture, c'est juste un kiff. C'est-à-dire que j'écris, je commence à écrire des textes, j'écris beaucoup de poèmes. Parce que je trouve ça stylé, il y a des rimes et tout. Et t'es pas obligé de faire comme tous les gars du quartier qui mettent une insulte pour faire peur. Juste, t'as le droit de kiffer, écrire. Juste un poème classique. Voilà, juste la rime, tu vois. Et les images et tout. Mais je sens que dans mon milieu, en tant que mec des saules et tout, cas sociaux, c'est la mafia qu'un free et tout, c'est la street, tu vois, tu peux pas dire que t'écris des poèmes. Donc ça veut dire que j'écris des poèmes que je cache, et je les cache tellement bien que je finis toujours par les perdre.
Mais c'est pas grave, j'écris parce que je kiffe en fait. Mais c'est pas un truc que T'es je vais dans assumer. l'exécutoire ou dans l'exécutoire, t'es dedans, Ouais. t'exprimes. C'est ça, j'exprime mon truc. Ton idée, tes C'est ça. pensées, Mais je sais tu les que diffuses pas forcément. c'est même pas forcément, c'est que tu vas te faire insulter. Ouais, ou pas, qui Ah sait. si, à ce moment-là, déjà quand j'allais au CDI au collège pour prendre des bouquins, on me disait Arrête de faire le con. arrête de faire le Travaille fou. ta culture de l'échec. Sois comme nous. Arrête de faire Sois le vers fou. l'échec. Viens jouer au foot et arrête tes conneries. Hein. Tu vois. Laisse C'est ça aux dingue. blancs, on me disait. Mm. Et donc, ouais, ça veut dire que toi, tu te dis, ah, mais là, il y a une contradiction entre ce que mon oncle m'a dit et ce que me disent mes potes et les gens qui me ressemblent. Et donc, du coup, tu te dis, ouais, bon, déjà, j'étais en perf, c'était ultra chaud. Viens, on reste discret. Donc, on va cacher l'écriture et la lecture autant qu'on peut pour passer dans le moule, en fait. Ok. Le sens de l'adaptation, quelque part. Ouais. Un sens de la survie. Oui. Donc, tu bouges avec les potes, t'es normal. Ouais, je hein, bouge t'y avec les vas. potes et Et tout. en parallèle, tu continues d'écrire, tu Non, continues oui, de je faire continue tes de lire poèmes. et tout, mais on se crède. Tu Ouais. vois, on se crède et quand on me voit avec un bouquin, je dis ouais non, c'est pour l'école. Ça en est à ce point-là? Ouais, parce que c'est en fait t'es à un âge où t'as juste envie de, surtout après ce que j'ai vécu, t'as juste envie d'être invisible en fait. Et en vrai, lire quand c'est pas obligatoire pour l'école. Déjà que quand c'est pas obligatoire pour l'école, c'est pas bien vu, mais alors lire pour le plaisir T'es un grand bouffon. et écrire des poèmes, t'es un dernier des C'est fous. le dernier. Je reconnais que je lisais pas du tout ni beaucoup. J'ai ma mère qui m'envoyait beaucoup à la bibliothèque, mais à la finale, j'y allais pas. Mais de là à avoir un ami qui lit, dire que c'est un bouffon, je j'ai pas ce souvenir-là. Mais c'est vrai que j'étais pas parmi les plus gros. J'ai commencé à lire beaucoup plus tard. Bah, tu vois, on est dans des générations différentes, mais Ouais. moi, à ce moment-là, c'était pas vu comme un truc valorisant. En fait. Toujours jusqu'à aujourd'hui. Hein. Voilà. Et après, il faut se remettre dans le contexte qu'en fait, la lecture aussi, c'est un réflexe de classe. C'est-à-dire que c'est quand même une passion bourgeoise. Faut pas se mentir. Et nous, on est des enfants de sous-prolétaires analphabètes. Et ce qui est valorisé, c'est le sport. D'aller travailler. C'est le sport, le travail, la discipline du corps, etc. Et être là, poser, lire. En fait, il n'y a rien à ce moment-là qui nous fait nous projeter dans des gens qui lisent. Ouais. On n'a pas d'exemple. On n'a pas d'exemple. Donc, toi, tu peux pas arriver comme ça, Et poser un bouquin. débarquer avec ton bouquin et que les gens disent c'est tout assez somme toute normale. Mais depuis qu'il est petit, c'est un extraterrestre, cet enfant-là. C'est normal. Tu vois, mais sauf que déjà, tu leur dis pas ça. Toi, tu parles pas de la perte, tu fais le mec qui a fait CP, CE1, CE2. Classique. Parce qu'il faut effacer tout ça. T'as assez morflé, donc au collège, tu te réinventes. Tu vois. Et donc, du coup, t'as envie de passer dans le moule, t'as envie de passer crème, t'as envie que ce soit fluide. Pour une fois dans ta scolarité. Pour une fois. Tu continues à évoluer. Après, je vais au lycée. Après, quand tu vas au lycée, bah, déjà, c'est différent parce que, bon, tu connais Orly, mais Orly, il n'y a pas de lycée général. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'un lycée pro. C'est Pierre Corneille. Et donc, du coup, quand tu quittes, tu es obligé d'aller à Thiers, en gros, Créteil ou Villeneuve-le-Roi. Et moi, j'étais scolarisé à Villeneuve-le-Roi. Et c'est une banlieue pavillonnaire. Et j'étais le seul mec noir de ma classe. Et quand tu prépares un bac L, bah, pour les gens, c'est pas insultant de lire. Donc c'est redevenu normal. Là, c'est normal. Dans la zone pavillonnaire, ça passe bien. Tu vois, dans la zone pavillonnaire, tu lis, bah ouais, t'es obligé. T'auras une épreuve de littérature et t'as un bac français, et donc faut lire. Ok, ça se passe comment? Bah, ça va mieux? C'est pas que ça va. Moi, ça allait très bien au collège. Je veux dire, t'es plus à l'aise avec ta passion. C'est une passion en ce moment. Ouais, c'est un kiff, mais pour le coup, je suis moins à l'aise avec la population, la nouvelle population. La nouvelle population zone pavillonnaire. Bien sûr, parce qu'on n'est pas de la même classe sociale, on n'a pas les mêmes vies, on n'a pas la même existence. T'as un autre problème que tout le monde a aussi, voilà. et c'est la réalité. C'est ça, et du coup, en fait, vos réalités sont pas les mêmes. C'est-à-dire que eux, ils te disent, je fais caricaturer, mais ils peuvent te dire, ah, j'en ai marre, j'ai envie de me suicider, mon père ne veut pas m'acheter ça. Tu lui dis, tu te fous de ma gueule. T'es gavé, t'as ton appart, enfin t'as ta chambre, t'as ton appart qui t'attend pour tes études, de quoi tu te plains. Donc tu te rends compte que
Ouais, c'est une autre vie, c'est un autre vécu, tu te retrouves pas. Il y a plusieurs vies parallèles. T'en vis 3, là. C'est ça. Et donc, du coup, ça veut dire que moi, quand je vais au lycée, je suis dans un milieu classe moyenne, blanche essentiellement, qui se prépare déjà à faire des grandes études. Et quand je retourne au quartier et que je suis avec mes potes avec lesquels je grandis, parce que je connais toujours à les fréquenter, etc., bah, eux, ils sont dans un lycée pro. Et quelques années plus tard, beaucoup feront de la prison et retrouveront des gens de leur lycée en promenade à Fleury ou à Fresnes. Donc moi, je suis entre ces univers-là. Comment tu te débrouilles là? Tu continues d'évoluer, tu continues de travailler tes cours, tu continues d'écrire? Non, toujours, tu vois. Et puis là, pour le coup, t'écris. Et puis, en fait, ce qui devient intéressant, c'est que le bac littéraire, il donne des outils pour analyser l'écriture. Okay. C'est-à-dire, t'apprends les figures de style, etc. T'apprends la construction des phrases, t'apprends comment on structure. Et c'est aussi la période, parce que, par exemple, voilà, moi, la cerise sur le ghetto, quand ça sort, je suis en seconde. Ok. Et c'est une claque monumentale. Wow. C'est un truc qui rend tout le monde fou. Et et un peu avant, quand j'étais en troisième, c'est temps mort. Okay. De Booba. Et c'est des choses très importantes. C'est les mots qu'ils utilisent, la façon, le style d'écriture. C'est qu'en fait, quand tu écoutes Booba, c'est un mec qui utilise beaucoup la mythologie grecque et c'est jamais reconnu par les gens. Ouais, c'est vrai, je confirme. Et c'est jamais reconnu par les gens et c'est jamais dit. Ça a été dit, mais pas par la banlieue. Non, mais même par ses détracteurs, c'est pas dit. Ça veut dire que du coup, ils vont te prendre un extrait avec des insultes, etc. Et ils vont passer à côté de beaucoup de choses. Tellement de choses. Après, bien sûr, il y a Ravier de l'Académie française qui a justement dit qu'il a créé une nouvelle figure de style qui s'appelle la métagore, ce qui est une métaphore à laquelle tu rajoutes le gore derrière parce que c'est brutal, etc. et tout. Mais Et moi, en fait, je me mets à appliquer les figures de style au texte de rap. Ok. Dans ton écriture. Non, c'est-à-dire que non, même pas dans mes poèmes, c'est-à-dire que j'analyse les textes de rap comme j'analyse mes textes de français. Okay. Parce qu'en français, tu fais des commentaires composés, donc tu prends un texte, tu regardes les figures de style, l'organisation des rimes, etc. et tout, je les fais avec des textes de rap. Okay. Et je me dis, en fait, il y a des Renois et des Rebeux, ils sont très très forts. Ils sont très très forts. Ils sont très très forts. Ils sont peut-être pas au courant de leur force. Ils me disent pas qu'ils sont pas au courant, mais ça veut dire que ils ont un niveau d'écriture très très fort. Là, je commence avec pareil, donc je reviens un peu. J'écoute aussi beaucoup Opéra Puccino et l'écriture d'Oxmo, c'est incroyable. Et en fait, dans mes copies de lycée, je glisse des trucs de Rimka, Kerry James, Roth, Booba, Oxmo, Tandem, l'Escadrille, et les profs soulignent en disant formidable formule. Tu vois, alors qu'en fait j'ai plagié. Non, mais s'ils avaient su d'où ça venait, je pense qu'ils t'auraient mis un 0. Voilà, c'est ça. Tu vois, et ils disent quel sens de la formule, les métaphores glauques, etc. et tout. Tu vois, et tu te dis, mais en fait, on nous ment. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire que là, tu comprends qu'en fait, l'écriture, c'est un pouvoir incroyable et que les gens se mettent des barrières. Ça veut dire que moi, quand je mets du Booba, du Akhenaton, du Kerry James, du Mac Taylor dans une copie et qu'ils savent pas qui c'est extraordinaire. Et tu leur fais écouter, ils vont dire non, ça me rebute, c'est vulgaire. Et c'est là que tu te dis, ah ouais. Ok. En fait, je commence à lire. En fait, je comprends. Je commence à comprendre beaucoup de choses. Et en vrai, on va continuer à faire le caméléon, à évoluer entre les deux milieux, et tranquille, tu vois. Ça t'a emmené? Et ça t'emmène après à la fac. Et à la fac, je faisais des études J'ai fait une licence en langue étrangère, parce que mon bac L, je faisais 3 langues, en fait. Anglais, espagnol et italien, et j'aimais beaucoup les langues. Parce que j'estime que j'ai déjà dû apprendre une langue qui était le français, et donc après, tu as des facilités, en fait, tu as des mécanismes et tout, et c'est plus facile pour toi d'apprendre les langues. Donc j'ai fait ça, et après, j'ai fait un master en communication, parce que là, je me suis dit que c'était un métier où il y aurait pas mal de débouchés, que ça m'intéressait. Et ce master, il m'a permis d'aller 1 an vivre à Barcelone, en Erasmus et tout.
Et après, mon master en communication, l'idée, c'est que je puisse bosser, par exemple, dans une mairie ou dans un cabinet. Et moi, je me voyais bien écrire des discours d'hommes politiques, de femmes politiques, etc. Ouais, je me disais, j'aimerais bien être, pour reprendre le morceau lunatique, un homme de l'ombre. Tu vois, et écrire justement penser à des stratégies de communication pour des personnalités. C'est ça. Et penser à des stratégies de communication, écrire des discours, toutes ces choses-là et tout. Et finalement, j'ai pas eu l'opportunité parce que je me suis rendu compte qu'en fait, venir avec tes idées, ça suffisait pas, mais il fallait connaître du monde. J'avais pas de contact. Pour rentrer dans ce réseau. Voilà, pour rentrer dans ce réseau, ou sinon il fallait prendre sa carte dans un parti. Et je me sentais pas prêt à faire ça. Donc là, j'ai connu un peu une période de chômage où tu galères, tu t'inscris au RSA. Et quel âge à ce moment? 2013. Ou quelle année? Ouais, 2013. On est en 2013. Ouais, en 2013. Et à ce moment-là, en fait, je fais en parallèle de mes recherches, j'ai fait mon mémoire et tout, j'ai validé, j'ai dû avoir, j'ai une mention bien à mon master. Mais entre parenthèses, à ce moment-là, par rapport au tout début, c'est encore dans ta tête ou tu l'as enlevé? Non, ton côté, toujours. T'es fou. T'es toujours en mode, je suis pas normal. Je lis et tout, mais après t'as des diplômes, ça veut dire, à un moment, comme c'est l'école qui a fait croire aux gens que j'étais con, quand t'es le premier de la famille à avoir le brevet, le bac, la licence et le master, on peut plus dire que t'es un golemon. Donc t'as battu. Non, oui, c'est comme si l'école qui a dit que j'étais con et que je fais partie de la minorité des gens qui ont un bac plus 5, je peux plus être considéré comme un con. Voilà, donc là on est rassuré, la maman est rassurée. On va dire, depuis que je suis rentré dans un système dit classique, t'es rassuré. Tout le monde est plus ou moins rassuré. Mais toi, profondément, toi, t'as toujours un doute. Donc là, à ce moment-là, où t'es bac plus 5 et t'as eu tout ce parcours de bons résultats, au fond de toi, t'as quand même un doute. Non, mais parce que t'oublies pas. Ouais. T'oublies pas les paroles qu'on t'a dites. Tu vois. Ok. Et tu te dis, en fait, tu peux avoir des diplômes et être bête. C'est pas... T'arrives à... Du coup, t'as le doute. T'as toujours le doute. Quand on a un doute, on creuse et on le fait grossir. Et donc voilà, et le doute, tu le bats par la lecture, en fait. Et à chaque fois que tu doutes, tu ouvres un bouquin et tu lis plus. À ce moment-là, t'as lu beaucoup, entre-temps. Entre-temps, oui, je lisais beaucoup. Je lisais beaucoup, surtout la fac. La fac, c'est un moment où, en fait, t'as grave du temps pour lire. J'ai jamais autant lu que pendant que j'étais à la fac. Pendant que t'étais à la fac, ok. Donc, on revient à ta période de disette. T'es en train de te chercher à ce moment-là. C'est ça. Tu ne te diriges plus trop vers la politique. Je sens qu'il va falloir s'engager dans un parti et tout, et que c'est pas mon délire, et que moi, je voulais vraiment bosser dans une mairie, et réfléchir sur comment on structure un quartier, comment on crée des initiatives, comment on fait monter une génération et tout. J'avais ma vision. Je me rends compte que ma vision ne correspond pas avec les moyens, les contacts que j'ai. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que en parallèle, je fais un stage à France Télévisions dans une fondation qui, elle, justement, aide à l'accès au métier du journalisme, de l'écriture, du cinéma et tout. Et à la fin de ce stage, je rencontre un des responsables du Bondi Blog. Et le Bondi Blog, en fait, c'est un média associatif en ligne qui s'est créé en 2005 après la mort de Ziad Ebouna. Et c'est des journalistes suisses qui sont venus dans la ville de Bondy, en fait, et qui ont dit la presse française, nationale, vient dans les quartiers pour raconter, mais nous, on est journalistes suisses, on a envie de s'immerger dans un quartier, être là à toutes les heures de la journée. Et donc, eux, ils vont pendant un mois s'immerger à Bondy et raconter un peu les quartiers de l'intérieur. Et ça explose. Le premier mois, ils font 1 million de vues, de visiteurs uniques. Et derrière, ils ont un deal avec Yahoo et tout. Et moi, j'arrive en 2013. Et donc, moi, j'ai mon prisme 9.4. Ça veut dire que ça, je le voyais de loin. Mais pour moi, déjà, c'est des gens qui écrivent des articles. Donc, c'est pas accessible. Et quand je rencontre le mec, il me dit, il me pose une question. Il me dit, est-ce que tu aimes bien écrire? Je lui dis, ouais, j'écris des trucs, mais ils sont jamais sortis de ma chambre. Et il me dit cette phrase, il me dit, mais si ça sort pas de ta chambre, ça ne sert à rien. Je lui dis, comment ça sert à rien? Je lui dis, moi, ça me fait du bien, ça me suffit. Il me dit, non. Si t'es pas lu, ça ne sert strictement à rien. Je lui dis, ça, c'est ton avis, moi, je suis pas d'accord avec ça. Il me dit, maintenant, viens au Bondi Blog. Et je lui dis, ouais, t'inquiète, on verra et tout, tu vois. Il me dit, donc tu m'as dit que tu vas venir. Je lui dis, ouais.
Il me dit, ah bah parfait, aujourd'hui on est mardi. Le mardi, c'était le jour de la réunion de rédaction. Donc en fait, il m'a fait un guet-apens, j'étais obligé de le suivre. Et c'est comme ça que j'ai atterri là-bas, et réunion de rédaction, et j'ai écrit mes premiers papiers. Et après ça fonctionnait plutôt bien. T'as eu des bons retours. J'ai eu des bons retours. T'écrivais beaucoup sur quoi à ce moment-là? Quand je suis rentré, on préparait les élections municipales et européennes de 2014. Et comme je sortais d'un master en communication politique, c'était un peu un sujet sur lequel j'avais un peu taffé. Et donc je pouvais écrire aussi des trucs biographiques personnels et tout, comme faire des reportages. Et ce qui s'est passé, c'est que vu que c'est un média associatif, ils ont eu un peu d'argent. Et donc ils ont pu nous proposer d'aller de quitter Paris pour aller écrire des articles sur les municipales dans le Nord et dans Lyon et sa périphérie. Et moi, j'ai réussi en binôme à faire le Nord, Roubaix, tout ça, et aussi Lyon et sa banlieue. Et j'ai écrit des papiers, et ils avaient un deal aussi avec Le Monde, en fait, qui se donnait le droit de reprendre des articles du Bondi Blog qu'ils ont bien aimé sur les élections municipales et européennes. Mais à ce moment-là, on signe ton nom sur tes articles. On signe en règle, on sait que c'est toi qui as fait le truc. Oui, c'est carré. Il y a une reconnaissance. Oui, c'est carré. Tu vois que sur Twitter, il y a des sociologues qui te suivent. Tu te dis, waouh, je suis pas bête. Non, regardez comment je suis sorti du trou. Tu vois, tu te dis des trucs de fou. Et en vrai, sur l'espace-temps entre les municipales et les européennes, Le Monde, ils vont reprendre 10 articles du Bondi Blog, dont 5 sur lesquels j'ai taffé. 5 sur 10. Donc tu te dis, il y a du potentiel. Ça devient vrai, comme dirait. Et après ça, je postule un appel à projet de TF1, et donc je rentre à TF1 et je fais 2 ans à TF1. Comme quoi? Et en fait, je travaillais pour les JT. Pour les JT de TF1 le 13h30 13h, 20h, c'est ce qu'on appelle un journaliste rédacteur, en fait. En fait, tu vois, t'as une équipe qui filme, et t'as un journaliste qui pose sa voix et qui raconte le sujet, et je faisais ça, en fait. Ok, mais c'est pas toi qui écrivais? Si. T'écrivais aussi le sujet. T'écris le sujet, tu interviews les gens, tu t'appelles le planning pour qu'ils t'envoient une équipe de tournage et tout. Ok. Et donc, je fais ça 2 ans. Mais je sais pas, ça me fait... J'ai des axes de progression, mais c'est pas l'écriture, en fait, et ça m'ennuie. C'est-à-dire que faire de la télé, c'est cool, parce que en fait, les gens, ils sont assis dans leur salon, il est 20h, il y a 10 millions de téléspectateurs, et ils entendent reportage Bala Fofana, et les darons crient « Yeah !» Bien Fofana, là. Notre Bala Fofana, ils appellent ta daronne, et tout le monde dit c'est incroyable. Au village, les gens ils disent reviens au Mali pour devenir président, c'est bon, tu vois. Mais toi, t'as pas ton compte, parce que c'est une autre forme d'écriture, et tu kiffes moins, et puis t'entends ta voix, et ça te fait bizarre, bref. Et donc je fais les 2 ans, et au bout des 2 ans, j'ai l'opportunité de rentrer à Libération, et donc je rentre à Libé le 1er septembre 2016. Et juste après? Ouais. Et j'avais fait 2014-2016 à TF1. Et tu rentres pour quelles raisons? C'est quoi les circonstances? Les circonstances, on va dire, je pense ce qui a fait un peu la différence, c'est que, alors on est en 2015, le Bondi Blog a fêté ses 10 ans, mais quand le Bondi Blog fait son anniversaire, il coïncide avec la mort de Ziad Ebouna, parce que ça a été créé dans la foulée. Ouais. Et là, pour les 10 ans... les médias se disent faut faire des trucs, et là Bondi Blog c'est un peu la caution street qui est invitée partout, en fait. Donc du coup tu es invité sur RFI, et Libé dit on va faire un Libé écrit entièrement par l'équipe du Bondi Blog, et dedans il y a un volet éducation et tout, et on me dit ouais, est-ce que tu veux bien raconter ton histoire, ton parcours, ce que je t'ai raconté là en 5000 signes, et donc j'écris cet article là qui s'appelle le syndrome du survivant. Oui, je l'ai lu. Et derrière, je sais pas, tu regardes ton compte Twitter, tu vois, t'as pris 600 followers, tu comprends pas. Tu vois que Najat Belkacem, elle a lu ton article, Cécile Duflo, elle a tweeté, ton phone il sonne, et tout le monde, 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 tout le
Et je pense que ça a été un truc déterminant pour rentrer à Libération, on va dire. Ça, c'était fin 2015, donc peut-être 6-7 mois après. 6-7 mois après. Et quand tu te fais tweeter comme ça, quand ton compte il explose, quand on prend 5 articles sur 10 qui sont les tiens, en termes de valorisation, tu te sens mieux, tu te tais bien, la famille, elle intercepte bien. Je fais exprès parce qu'il y a de la transmission dans tout ce qu'on fait. Donc c'est important de préciser quel est ton ressenti à chaque étape, quoi. Après, en fait, si tu veux, En fait, si tu veux, à ce moment-là, c'est très spécial parce que le Bondi Blog, il avait aussi à l'époque une émission de télé qui s'appelle le Bondi Blog Café et où tu interviews des personnalités politiques et tout. Et donc, j'ai aussi fait des plateaux télé. Où tu es intervenant ? Ouais, où j'interviewe des personnalités politiques en tant que blogueur du Bondi Blog et tout. Et c'est sur France O, LCP. Pour moi, c'est des chaînes obscures que personne ne regarde. Et là, il s'avère qu'en fait... en prison, les gens regardent le Bondi Blog Café. Et des mecs de mon quartier tombent sur le Bondi Blog Café et ils tapent à leur fenêtre et ils disent à tout le monde « Mettez LCP, mettez France O, il y a un mec de ma cité à la télé. » Et là, en fait, tu commences à avoir des appels de numéro inconnu qui dit hey, « Gros, je t'appelle Le Fleury. » Les gens me croient pour un mytho. Dis-leur que tu me connais, dis-leur qu'on a grandi au Saule, dis-leur qu'on était dans le même collège et on te regarde et ce que tu fais c'est le feu. Et là tu te dis waouh, la reconnaissance. Là tu te dis à Fleury à Fresnes, les mecs ils te disent, ils te connaissent comme un mec qui dirait je connais Niska et que ça fait une diff pendant sa peine. Et là tu te dis ah ouais, ça devient sérieux en fait. Ça devient sérieux. Donc tu prends les choses plus au sérieux ou tu restes dans ton truc? En fait, tu te dis, ouais, bon, j'aurais préféré qu'ils lisent mes articles quand même. Bon parce que moi, je kiffe plus ce que j'écris que ce que je produis à la télé et tout. Mais vas-y. Mais t'as déjà bien grandi. Ouais, une expérience de métier. Oui, c'est déjà, ça. Ça t'a amené à progresser. T'étais visible. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que tu marches en Seine-Saint-Denis, il y a des gens qui peuvent t'arrêter et te dire, ouais, t'es un mec de la télé. Tu peux venir écrire sur nous, tu peux voir telle problématique. Est-ce que tu peux venir écrire ça, pour et même problématique? t'es identifié, c'est-à-dire des fois, t'es à Gare du Nord. Il y a un mec qui t'arrête, il te dit excuse-moi Renoir, tu lui serres la main, il te dit ouais, c'est pas toi le mec de la télé. C'est pas si obscur que ça. Et là, je me dis mais en fait les gens regardent vraiment, tu vois. Et il me dit ouais franchement, ce que tu fais, ça fait grave plaisir, ça fait super plaisir de voir un Renoir s'exprimer comme ça à la télévision et tout. Continue, lâche pas et tout. Et là tu te dis ah ouais. Il est en train de se passer quelque chose. Il y a une impression qu'on n'est pas à notre place. Il y a une impression que quand tu fais de la télé ou quand tu présentes avec TF1 les choses ou quand tu vas écrire un bouquin, que t'es pas à ta place. Bah en fait, si tu veux par exemple pour TF1, je peux te raconter 2 anecdotes qui va illustrer ça. Et avec 2 groupes sociaux différents. Ça veut dire qu'une fois, pour le JT, je devais aller interviewer un délégué interministériel parce que chaque mois, il y a les chiffres de la sécurité routière qui tombent et il y a des morts. Et une équipe de tournage, pour t'expliquer un peu, il y a ce qu'on appelle le journaliste-rédacteur, c'est-à-dire la personne qui est un peu le lead sur le sujet, qui va poser les questions, etc. Et il y a le JRI, donc le journaliste-reporter d'image qui filme. Et il y a l'EPS, l'opérateur prise de son, c'est souvent le mec qui a un casque et un espèce de bâton qui tend avec des espèces de poils de chat au-dessus pour capter le son. Et comme le caméraman, il vient avec le JRI vient avec sa caméra, et en plus le pied de sa caméra, qui est très lourd, et que le journaliste rédacteur, lui, il a les mains libres, la tradition un peu, c'est de porter le pied de la caméra, pendant que le caméraman, il a sa caméra en bandoulier, sur son épaule. Et là, on se présente à la secrétaire et je lui dis bonjour, on est venu interviewer monsieur X, etc. pour le journal de TF1. Et elle me répond pas à moi. Elle répond à mes 2 autres collègues qui sont blancs et elle leur dit ah, vous avez ramené un porteur de matériel? Ok. Et là, eux, ils se regardent. Ils disent non, c'est le journaliste rédacteur, c'est lui qui pose des questions au délégué interministériel. Et là, elle dit « Ah, pardon, vraiment, je suis désolé, etc. » Parce que des fois, je vois des journalistes qui arrivent seuls et je me suis dit « Vous, il y a quelqu'un qui porte le matériel. » J'ai dit « Ouais,
Vous avez dit que j'étais tout sauf journaliste. Il a dit non, non, pas du tout et tout. Et je lui ai dit non, mais il n'y a pas de souci. Dites-moi quand monsieur le ministre est prêt et on va l'interviewer. Et là, en fait, dans mes deux autres collègues, c'était la première fois que ça leur arrivait. C'était la première fois qu'ils tournaient, que ça leur arrivait, qu'en fait, on ne traite pas un journaliste comme un journaliste, mais parce que comme il est noir, on ne peut pas imaginer qu'il fasse ce boulot-là. Et pour eux, ça a été... moi, je connais le game, tu vois. On connaît. Mais eux, ça leur a mis une table. Ça veut dire que dans la voiture, au début, ils étaient silencieux. Après, il y avait un silence. Après, ils ont dit, oui, mais quand même, ce qu'elle t'a dit, je lui ai dit, mais vous avez une idée, un aperçu de ce que vit un noir en France. Mais c'est un petit aperçu. Et autre exemple, c'est que je voulais faire un sujet pour le JT de 13h sur les familles qui partent pas en vacances. Et comment, dans un quartier, on les occupe quand ils partent pas en vacances. Et donc, du coup, j'essaye de voir un peu différentes assos que j'appelle, structures et tout. Et je trouve un plan à Villeneuve-la-Garenne, la cité des Caravelles. Et donc, j'ai un mec au téléphone et tout. Il me dit, voilà, nous, il y a beaucoup de familles qui partent pas. Et on essaye de les occuper comme on peut, atelier jeux, jardinage, barbecue, etc. Et tout. Je lui dis, génial, moi, si je peux tourner ça et avoir des interviews de parents qui disent que ça leur apporte et tout, et avoir des enfants et des moments d'ambiance et tout pour faire un sujet, pas pour dire que c'est la misère, mais juste pour dire, voilà, on part pas en vacances, mais on s'occupe, malgré notre manque de moyens. Et donc, j'arrive là-bas, et pareil, je suis avec 2 journalistes blancs, et donc, du coup, c'est moi qui ai pensé le sujet, etc. C'est moi qui dois le faire vivre, en fait. Et là, du coup, je tombe sur un rebeu, et un maghrébin, et je lui pose des questions, et il répond à mes collègues blancs. Alors que c'est toi qui poses des questions. Oui, en fait, avant de commencer, tu vois, tu prends tes infos et tout pour que quand tu commences à tourner, tu ne perdes pas de temps et que tout soit efficace et tout, et l'organisation. Et en fait, je sens qu'il prend plus. Moi, il me répond très vite fait. Et il prend plus de temps à répondre à mes collègues blancs, etc. Et tout. Tranquille, tu vois, on s'assoit, il nous propose un verre, on prend le verre et tout. Et au moment du tournage, il voit qu'en fait, moi, je dirige. Je dis, ouais, il me faudrait tel plan. Tiens, arrête-toi là, je vais faire une interview, tout ça et tout. Donc, et là, quand il commence à réaliser qu'en fait, c'est moi qui dirige le sujet, je vois qu'il y a de plus en plus de têtes qui se mettent par la fenêtre au balcon pour observer. Et en vrai, le mot qui s'est passé, c'est truc de fou. Il y a un journaliste, il est noir, il dirige des blancs, et c'est lui, en fait, qui tourne. C'est lui qui gère le tournage. Et je suis au balcon, je vois des daronnes, elles font un signe du pouce comme ça, doigt levé, genre c'est bien et tout. Et le mec, il vient me voir à la fin, il me dit, je suis désolé, je t'ai maltraité de ouf. Je croyais que comme, en fait, ils étaient venus en cité, ils ont pris un noir pour faire la sécurité pour le matériel. Mais désolé, moi aussi je suis un mec de cité et tout, ma daronne c'est une femme de ménage et tout, mais vraiment c'est ce que j'ai cru. Et là tu te dis, avec ces 2 anecdotes mises bout à bout, il y a un problème mental chez nous. C'est-à-dire qu'on ne nous perçoit pas, mais on n'est pas capable de se percevoir non plus. C'est-à-dire que lui-même, en fait, il a eu le même réflexe que la secrétaire du délégué interministériel. Il s'est dit, il ne peut pas être journaliste. Il vient assurer la sécurité et porter le matériel. On s'auto-dénigre. Ah ben là, clairement. Mais le mec lui-même, à la fin, il m'a dit... Oui, il en est désolé. Il en est désolé, mais c'est que c'était pas possible, en fait. C'est dans le... Ça veut dire que... Voilà, ça veut dire que, en fait... Et ça, c'est la plus grande force de la domination. C'est-à-dire que on te domine, mais tu l'intègres et t'acceptes. Et tu l'acceptes. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est normal. C'est normal. Ça veut dire que tu peux même pas le penser. Ouais. Tu vois. Et alors que le mec, je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit, je suis Bala Fofana, mais il a même pas entendu le nom. Même le nom, tu vois, il a pas entendu, il a juste entendu TF1. Ouais, c'est autre chose, c'est un autre nom. Voilà, c'est pas Bala Fofana. Il s'est juste dit, il y a TF1 qui va venir. Ouais. Tu vois. Et quand il m'a vu, parce que en fait, comme je t'ai dit, moi je prends toujours le pied de la caméra et tout, il s'est dit, voilà. Ouais, lui c'est un vigile du matériel pour les journalistes. Tu vois. Ouais, je vois. Là, on part sur un sujet total. Il est tellement gros et grand ce sujet. Là, je suis en train de réfléchir en même temps que je te dis ça, parce que quand j'avais écouté un de tes podcasts,
justement, t'avais développé un peu plus là-dessus et c'était super riche. Mais moi, je veux continuer à rester sur toi. Ouais. Et bon, déjà, ça, c'est 2 grosses anecdotes. Hein. Après, il y a on va revenir à l'écriture. Comment t'écris? Quel est ton premier bouquin? Qu'est-ce qui... C'est mon premier bouquin. Comment, non, pas le... Comment tu te mets réellement dans ton métier? Là, tu as fait tous ces corps de métier. Ouais. D'après toi, tu te diriges toujours et il te manque il y a un manque. Ouais. Tu veux continuer ou aller dans l'écriture. Et comment tu y arrives? Bah, en fait, par le Bondi Blog, j'écris des articles. Eux te satisfont beaucoup plus que quand tu es sur TF1 ou... vraiment, parce là, qu'en t'es fait, à c'est l'aise. l'écriture. C'est En fait, l'écriture. moi, c'est l'écriture. Et C'est-à-dire l'écriture, que... c'est quoi les thèmes? C'est le social. Ouais, c'est les gens des quartiers. Non, c'est le social, c'est raconter la vie des gens. Ok, c'est Moi, ça en fait, qui te plaît. c'est ça qui me plaît. Voilà, c'est là où je veux en venir. C'est ça qui me plaît. Et on n'en a pas parlé, mais en fait, assez tôt, c'est-à-dire quand j'arrive en 5e, en fait, tous mes oncles et tantes, ils viennent chez moi et ils me dictent des lettres en bambara que je traduis en français pour envoyer au bled ou pour les services sociaux, les impôts ou ces choses-là. Et donc, c'est-à-dire que tu prends très vite l'habitude d'écrire pour les autres, etc. Et ça, j'ai commencé à le faire dès la 5e, ce qui est très tôt, en fait. Et ouais, pour moi, en fait, l'écriture, c'est ça, en fait, c'est un sens. Même si je parle de moi, si je mets pas une perspective sociale ou structurelle qui raconte l'État, ça ne sert à rien. En fait. Et par exemple, raconter les histoires des autres qui peuvent pas le faire, c'est un gros kiff. Et au Bondi Blog, on me dit en fait, voilà, tu viens pour représenter ta voix si tu as envie, mais tu peux aussi être la voix des sans-voix, ça veut dire aller faire parler des gens, les faire témoigner, etc. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire. Et je trouve que quand tu poses une caméra sur quelqu'un, c'est très dur pour la personne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont rodés, qui sont habitués, qui ont les codes, etc. Mais c'est très dur. Parce que tu bafouilles, tu veux bien parler, tu veux bien paraître, etc. Et tout, tu es omnibulé par le regard de la caméra. Et ça, par exemple, quand je vais sur le terrain et tout, je m'en rends compte. Et je me rends compte qu'en fait, quand je fais une interview avec juste un truc pour enregistrer et que c'est une discussion de 2 à 2, ce que je retire de la personne est beaucoup plus fort. Mais en même temps, ce sera lu par 20 000 personnes, peut-être au mieux. Et quand tu poses ta caméra, c'est vu par 8 millions de personnes. Mais peu importe l'impact, moi, je sais que c'est ce rapport-là que je kiffe plus. Là, on est en quelle année à peu près? Là, le Bondi Blog, ouais, 2004. Je commence en gros fin 2013 et le gros du truc, je le fais en 2014. 2014. Ouais. Ok. On se ramène dans l'année 2015. Ouais. Mais voilà, je suis à TF1, mais à côté de TF1, je continue toujours à écrire au Bondi Blog parce que l'écriture me manque. Te manque. Ah, donc tu reviens à Bondi Blog après? Ouais, mais je continue. En fait, je mêle les deux. Tu mêles les deux. Je mêle les deux. T'écris pour les deux entités. En fait, je tourne. En fait, je vais à des tournages pour TF1 et j'écris pour le Bondi Blog. Et t'écris exclusivement pour eux? T'écris pour toi aussi, perso? Ouais, j'ai toujours écrit pour moi, perso. Tu vois, j'ai toujours écrit des trucs qui me passaient par la tête, etc. Des sujets importants ou qui te paraissent. Oui, voilà, ou des choses qui me passent par la tête. Tu vois. Parce que c'est aussi ma façon d'évacuer l'écriture. Et pour moi, c'est quelque chose de vital et très important. Qu'est-ce que, avant qu'on arrive à l'autre partie, qu'est-ce que tu transmettrais dans la transmission? Déjà, ton métier, c'est un métier de transmission. Oui, clairement. Puisque tu écris pour qu'on lit. Le gars du Bondi Blog, qui est une des personnes clés de ton parcours de vie. Ouais, Jamel Hamidi, ouais. Que ça ne sert à rien si on ne lit pas. Super, parce que tu n'aurais pas avancé peut-être encore un peu plus si tu n'avais pas partagé ton savoir-faire. Maintenant, nous, on le lit. Ouais. C'est ce qui te plaît le plus? Ce qui me plaît le plus, c'est composer. C'est composer. C'est écrire. Ok. Clairement. Tu lis... Après, les gens lisent, si ça les touche, tant mieux et tout. Mais l'acte, en fait, en lui-même... Je sais pas, c'est comme si tu demandais à un rappeur, qu'est-ce que tu kiffes le plus? Être en studio, faire ton morceau, ou regarder les gens l'écouter. Tu vois, il pourra te dire un truc qui mêle les deux quand je suis en concert. Je fais les deux. Nous, il n'y a pas ça. Tu vois.
C'est-à-dire qu'il y a le moment où tu écris, et après tu le lâches, et après ça t'appartient plus. Ouais. C'est interprété et lu. C'est interprété et lu par les gens, et t'as des retours parce que les gens t'écrivent, parce qu'avec les réseaux sociaux, ça va très vite. Mais une fois que moi j'ai écrit et j'ai publié, je sais que le truc m'échappe, et ça m'appartient plus. Et c'est ça que t'aimes. C'est pas ça que j'aime. Ce que j'aime, c'est écrire. Après, le fait que ça m'échappe, c'est la fatalité, c'est que je suis obligé d'accepter. Moi, dans mon cas, c'est l'inverse de toi. J'aime beaucoup écrire, j'écris beaucoup. Mais ce qui m'a limité et freiné, c'est justement le fait que je maîtrise pas. Quand j'écris un texte et que je veux le rapper, le texte, il sort et il ne m'appartient plus. Ouais. Bah, tu vois, le fait qu'il ne m'appartienne plus, j'étais pas bien avec ça. Ouais. Parce que je ne maîtrisais plus mon ressenti, c'est le mien. Bien sûr. Ou sinon, c'est le retour de bâton. Ah, ce que t'as dit là, j'ai bien aimé ou j'ai pas aimé. Ouais, il est rentré dans ma tête, lui. Il a, ça te. C'est intrusif. Ouais, c'est intrusif. Ouais. Et moi, ça a carrément limité mon écriture et c'est pour ça que on veut dire que ma carrière, entre parenthèses, artistique, elle me gênait. Parce que c'était trop intrusif pour moi. Je vois totalement. Voilà. Alors que toi, là, c'est plutôt le fait que ça se libère qui t'a plu. Non, moi, comme je t'ai dit, c'est-à-dire ton premier texte, tu vois, le premier texte que j'ai écrit au Bondi Blog, en fait, quand tu écris quelque chose comme ça, pour moi, c'est tel. En fait, parce que moi, j'ai construit un rapport intime avec l'écriture. C'était quelque chose que je planquais, que je déclarais pas. C'était quelque chose de limite clandestin. Quand c'était très personnel. Et sinon, c'était des devoirs scolaires, en fait. Et dans lequel je pouvais m'amuser en mettant du rap et en disant, ah ben voilà, tu kiffes le rap parce que t'as kiffé ce que j'ai écrit. C'est un rappeur qui l'a écrit, donc c'était un délire et ça m'amusait. Mais sinon, quand tu écris quelque chose de personnel, en fait, tu vois les gens débattent dessus. Ouais. Et ça fait peur. Ouais. Tu vois en vrai, ça fait peur. Et tu vois, il y a des gens qui te disent c'est ma vie. Tu te dis, mais comment ça, c'est ta vie? Ça m'appartient. Ouais. Ou c'est exactement les mots que je voulais employer. Ouais. Ça peut arriver. En musique, ça arrive beaucoup. C'est ça. Il y a des paragraphes, ça peut arriver. Mais toi, là, à ce moment-là, t'es heureux pour eux qu'ils aient pris ça pour eux? Au début, c'est très dérangeant. C'est dérangeant quand même. Au début, c'est très dérangeant. Parce que t'as écrit, t'as l'impression d'être nu, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois et en fait, tu te dis, quelqu'un qui lit mon texte, c'est comme si j'étais dans une vitre, sans teint, tu vois. Donc lui, il me voit et moi, je le vois pas. Et il tourne autour de mon corps nu, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, t'as cette image-là au début. Ouais, je suis d'accord. Cette image-là, elle est très effrayante parce que t'es pudique. Et quand t'as dit qu'on se promène pas nu. Pudique culturellement. Oui. Il y a la culture qui ramène ça, il y a l'éducation qui ramène ça. Mais c'est énorme parce que tu as un métier de transmission. Ouais. Et en même temps, il y a l'éducation ou la culture pudique et tout ce qui va avec, la façon dont les parents nous élèvent, qui font que il y a des espèces de lignes invisibles qui sont dures à passer. Ouais, totalement. Qui sont vraiment dures à passer. Tu en as passé quelques-unes parce que tu écrivais déjà pour tes oncles, qui t'ont permis en vérité d'être dans des sujets qui ne t'appartenaient même pas à l'époque. Donc, tu as dû mûrir aussi très vite avec ça. Plus ton côté paria, là, qui t'a coûté cher, là. Et de l'autre côté, la transmission, je vais pas en discuter. Tu vis financièrement parce que tu arrives à bosser quand même sur des métiers. Donc, tu arrives à rentrer tes sous. À côté de ça, tu arrives à faire ta passion. Ouais. T'es sur les 3 volets. Et on évolue. Là, on est en quelle année, là? On est en 2015 16 Ouais, 2016. 16, 17, 18. Il y a une association qui arrive. Ouais, alors l'association, elle s'appelle Éducritique et en fait, on l'a créée avec Myriam et Abdoulaye et on s'est rencontrés au Bondi Blog. Et là, on a eu des interventions, on a pu aller devant des classes en fait et parler d'écriture, de journalisme. Et on s'est rendu compte qu'il y avait un volet qui manquait beaucoup, c'est que en tant qu'enfant, t'es devant les médias, mais t'es pas habitué à exercer une activité critique sur ce que tu regardes, sur ce que tu consommes en tant que spectateur, spectatrice. Et on s'est dit, ce serait bien de créer une asso qui fait des ateliers de décryptage des médias. C'est-à-dire qu'on prend un thème d'actualité et on regarde comment c'est traité par la presse. Et comme tu ferais une table d'écoute sur un album, on critique le traitement.
Super intéressant ça. Et ça fait des débats et des discussions. Ça existe toujours? Ouais, l'association elle existe toujours. On a d'abord beaucoup travaillé dans des collèges. Et après, en fait, rentrer dans des établissements scolaires, en fait, tu te rends compte que c'est très dur. Il faut que tu aies une équipe qui soit au taquet, une prof volontariste et tout, parce qu'il y a le rectorat, il y a toute la hiérarchie et que c'est Tout quand même structuré pour que les gens ne rentrent pas facilement. Voilà. Et surtout, voilà. Et donc, du coup, ça se complique, en fait. Et après, on a beaucoup travaillé dans des centres sociaux. Dans les centres sociaux, on a travaillé toujours aussi avec des adolescents, mais aussi avec des mères de famille. Et là, ce qu'on fait, par exemple, c'est que... Par exemple, Myriam, elle anime des ateliers d'écriture avec des mamans, en fait. Moi, je fais des ateliers d'éducation média avec des ados, des mères de famille aussi. Et en fait, tu te rends compte que tout le monde veut parler de l'actualité. Tout le monde. Et rappelle le nom de l'association? Éducritique. Éducritique. Ouais. Ok. Regarder quelque chose et avoir du recul et réfléchir à un contexte, pourquoi, à une position politique, à une idéologie, à des jeux d'intérêt qui sont différents et tout, etc. Bah non, en fait, on t'a mis devant la télé, tu gobes et tu repars. Et tu repars, tout simplement. Mais tu n'apprends pas ça à l'école, par exemple. L'école a une bonne base parce qu'il faut aller à l'école pour avoir cette base, mais en même temps, l'école formate. Oui. Pour t'emmener là où la société veut exactement t'amener. Oui, bien sûr, parce qu'il y a un plan de société. Il y a un plan de société. Il faut savoir tirer profit du départ, de la formation qu'on te donne. Et après, il faut savoir aussi évoluer sans rentrer dans les cadres dans lesquels on t'a mis. Il faut s'en défaire. Il faut savoir s'en défaire. Mais après, c'est là où quand tu as une vie de paria, c'est-à-dire que toi, en fait, chaque endroit où tu me mets, je suis dedans et dehors. Ouais. Parce que j'ai toujours été obligé d'être dedans et dehors. Et c'est un positionnement que tu prends. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça que tu as dû faire pour survivre, pour t'adapter. Mais c'est un positionnement que tu ne perds jamais. Je suis jamais totalement à 100% dans un endroit. Il y a toujours une partie de moi qui est dehors. Il y a objectivité, tu regardes, tu prends en fait, recul, c'est ça. Je m'assois, je regarde. C'est-à-dire qu'il y a toujours une partie de moi qui est comme l'arbitre de tennis à Roland-Garros. Un œil à droite, à gauche, et tu regardes et t'analyses. Et t'observes. Et ta partie d'écrivain, tu travailles avec des gens, tu écris? Bah, du coup, j'ai écrit 1 million de choses. J'en ai perdu 1 million parce que je les gardais pas. Après, j'ai déjà écrit des manuscrits, mais... Ton activité, Mais voilà, c'est un kiff. Et pour l'instant, là, la seule chose de concrète, on va dire, matérialisée que j'ai fait, c'est coécrire une biographie, en fait, qui est la biographie de Boléwa Sabourin, qui est né en France et qui est un danseur traditionnel, qui fait de la danse traditionnelle congolaise, et qui a cofondé l'association Loba. Et lui, son projet, c'était... en fait, on s'est rencontrés dans un atelier d'écriture en 2015. Et en 2016, j'avais écrit un article sur Tupac pour Libération. Pour les 10 ans... Oh non, pas les 10 ans, parce qu'il est mort en 96, donc 2016. Ça fait 20 ans. C'était pour les 20 ans de sa mort. J'en ai profité pour écrire un article parce que c'est un artiste que j'aimais beaucoup. Et en lisant l'article, il m'a dit bah ouais, j'ai lu l'article, j'ai vachement kiffé. Et d'ailleurs, je voulais qu'on se contacte et tout. Et c'est là qu'il m'a dit voilà, moi, j'ai un projet de thérapie par la danse pour les femmes victimes de violences sexuelles. Et je voudrais les aider à se réapproprier leur corps à travers la danse. Ah oui. Mais je cherche des subventions et des fonds. Et je sens que je ne suis pas pris au sérieux. Que je dois d'abord justifier pourquoi je suis là avant de pouvoir expliquer mon projet. Et là, on discute, il me dit, voilà, j'aimerais mettre ma vie au service de ce projet dans un livre. Et c'est comme ça que naît la biographie de Boléwa Sabourin qui s'appelle La Rage de vivre, et c'est sorti dans une maison d'édition indépendante qui s'appelle les éditions Face Cachée. Et le livre, il est sorti en 2018. Donc là, on va fêter les 2 ans à la rentrée, en septembre.
Et pour un livre indépendant, il a eu un gros succès. Il a été réimprimé plusieurs fois. Et là, il y a eu une réédition. On peut le trouver partout. Hein. Ouais, tu le trouves à la Fnac. Et pour un livre indé, c'est une trajectoire. On redonne le nom du livre. La rage de vivre. De Boléwa Sabourin et Bala Fofana. Et aux éditions Face Cachée. Et donc, du coup, ce bouquin-là, ouais, il connaît un succès important pour toujours en indé. Hein. C'est-à-dire, c'est pas une grosse maison d'édition, mais il connaît un succès assez important. Il est assez remarqué. Boléwa Sabourin, il fait le tour des plateaux télé et de la presse écrite pendant quasiment 1 an et demi. Et derrière, la Soloba, ça l'aide à se structurer, à se faire connaître. Et donc, ouais, c'est quelque chose d'hyper cool. Ok. Il y a, j'aurais un dernier sujet, mais on arrive à la fin. C'est le rôle de l'écriture dans la vie, le rôle de la langue dans la vie, le rôle de la plus grosse forme de soumission. C'est quand un pays est envahi par un autre et lui enlève sa langue et lui fait parler la langue de l'envahisseur. Ouais. En gros, on est tous les deux d'origine d'Afrique de l'Ouest, mais on réfléchit en français. Donc, si on va parler avec des Africains d'Afrique de l'Ouest nés au pays et qu'on leur parle classiquement, et que là, je leur donne une réflexion. Mais cette réflexion, moi, elle est en français dans ma tête. Cette réflexion fait que, même si je la fais en métaphore ou même si je la fais de manière subtile, elle est réfléchie en français. Elle ne peut pas être bien comprise parce que il y a la subtilité de la langue française. C'est pour ça qu'il y a je te fais un gros trait. En Afrique, on va réfléchir avec la réflexion africaine et la problématique africaine, la façon de penser d'Afrique, qui est tout aussi avec des métaphores, mais différentes. Ouais. Enfin, on peut même dire les façons de penser, parce que pour moi, une langue, en fait, c'est une façon de penser. C'est une façon de penser. Parce qu'une langue, c'est une version du monde. C'est-à-dire qu'une langue, ça résume un monde. C'est chaud ça. Une langue, c'est une version du monde. Bien sûr. Ouais. Et plus tu parles de langue, plus tu maîtrises de versions du monde, en fait. Et plus tu maîtrises de versions de la réalité. Et c'est super intéressant de prendre un mot et de regarder dans plusieurs langues comment ça fonctionne. Le sens du mot. Etc. Tu vois, par exemple, il y a des questions que tu peux résoudre avec d'autres langues. Par exemple, il y a des débats en France où, tu sais, on dit toujours la poule ou l'œuf, ou la danse ou le chant d'abord. Tu vois? Mais quand tu es un Bambara et que tu sais que le chant c'est Don Kili, et que Don c'est la danse et Kili c'est l'œuf, ça te dit que le chant c'est le chant c'est l'œuf de la danse. Donc la question se pose plus de qu'est-ce qui est arrivé d'abord en premier. Tu vois? Ouais. Mais et tu peux tourner dans plein de trucs comme ça parce que tu maîtrises des langues et que tu apprends. Et en fait, tu apprends que c'est des morceaux de la réalité. Et en fait, plus tu apprends de langue et plus tu apprends, plus tu te rends compte que tu ne connais rien parce qu'en fait, tu ne connais pas assez de morceaux de la réalité parce que tu ne connais pas assez de langue. Très bien, très bien. Tu parles toujours Bambara? Oui, avec ma mère toujours et avec ma famille aussi. Ouais, ça reste ta langue. Après, voilà, le fait de lire et que c'est plus dur de trouver de la lecture dans cette langue-là parce que c'est plus oral et tout, ça fait que tu as un niveau qui est... du coup, qui se perd quand même, inévitablement, par rapport à d'autres langues que tu peux lire, etc. Mais c'est quelque chose auquel je pense, et je pense que je serais amené, quand j'écrirais des choses personnelles, à utiliser ces deux langues-là dans des livres, par exemple. Non, mais là, il y a Pez the Builder qui va te proposer son bouquin. Hein. Il va te proposer de bosser avec lui, hein, tu vois. Ses sponsors, ils vont te parler après, mais il va te proposer du jazz. Hein. Qu'est-ce que tu conseillerais aux jeunes? Moi, ce que je conseillerais? Ouais. Suis tes kiffs. Et si on te dit que c'est de la merde, c'est que t'es en train de faire un truc incroyable. Waouh. Tout simplement. Tout simplement. Suis tes kiffs. Si on te dit que c'est de la merde, c'est que tu es en train de faire un truc incroyable. Ouais. Ok, vous avez entendu de la part de Bala Fofana.
Il y a, moi je dirais, la culture de la réussite. C'est pourquoi j'ai créé ce podcast. C'est pourquoi, en tout cas, je rentre dans cette nouvelle aventure. C'est de discuter avec des personnalités, des gens qui sont comme toi. Tu pars de loin. Carrément, on t'a fait un croche-patte même. Pour une histoire de nourriture, on t'a fait un croche-patte. Donc, t'aurais pu partir d'encore... c'est terrible, quoi, ce qui t'est arrivé. Et là où t'es aujourd'hui, qui est le présent, c'est pas le futur, c'est là tout simplement où t'es aujourd'hui, c'est déjà un super gros parcours. Et en même temps, il a fallu dans ce parcours-là rester le petit garçon que tu es, avoir les copains en fonction du quartier où tu vis et évoluer, mais toujours croire ou aimer ce que tu aimais, ce qui te portait, la lecture, le bouquin, la culture de la réussite, c'est aujourd'hui, en 2020, assumer les livres que vous lisez, assumer devant vos potes et surtout, comme il l'a dit, croyons en vous, c'est il se passe un truc incroyable. Si vos potes, ils vous kiffent pas parce que vous êtes en train de lire un livre, les gars, c'est pas vos potes. Ok, parce que pousser les gens vers le mieux, c'est toujours la chose à faire. Les tirer vers le bas, la culture de l'échec comme on la pratique en banlieue, comme on a tous grandi, eh ben, les gars, faut qu'on s'en sorte. Et j'en fais partie aussi. Et à mon âge, je suis toujours en train de me battre pour m'en sortir. Parce que ce qui est important, c'est la culture de la réussite. Kerry James l'a dit dans un de ses trucs, un de ses morceaux, c'est très important. Sur ce, là, avec toi, il me faut encore 1 heure ou 2 parce que là, j'allais te ramener dans des thématiques à Quinfri là qui étaient super lourds au niveau de l'écriture parce que j'ai lu des bouquins là-dessus. Je vais te dire quand même salut. Ouais. Mais je vais te rappeler, tu as 2 appels que tu vas recevoir de notre part. Mais je vais vous dire au revoir à tous. Je vais saluer mes sponsors, la Lazinerie et qui est Sana, qui bosse avec moi, autour de moi, pour faire en sorte que ce podcast existe. Mon financier, African Armure, qui me met bien, qui me permet de vivre et d'évoluer comme je le veux. Les studios Majorel qui m'accueillent dans leur lieu, qui filment pour moi, qui font un beau travail pour qu'on puisse avancer. Et Vibe Optique parce que j'adore les paires de lunettes et tout simplement... je vais pas le dire, mais je vais le dire. Voilà, la vue, elle commence à être touchée un peu. Ok. Mais on reste un dandy quand même. Mais on reste un dandy, quoi qu'il arrive. Il y a pas d'âge pour ça. C'est important. Ok. Je te dis au revoir. Ouais. Kambe chien were. Ouais. Hein? Ni à la sonda. Ni à la sona. Ok. Ciao.